qui est le vice-président de l'organe de négociation intergouvernementale, représentant du Brésil aux Nations unies à Genève. Il est avec nous est avec nous de manière virtuelle la coprésidence de l'organe intergouvernemental de gouvernance, Madame Soso. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue, Madame Soso, et j'aimerais vous demander de bien vouloir prononcer vos remarques préliminaires. Et je vous prie de nous excuser également pour le retard au début du début de cette session parce que nous sommes au milieu de la conférence sanitaire panaméricaine ici. Good evening, Allez-y. the Regional Director, Bonjour, Dr. Carissa Etienne, Excellencies, Madame Carissa honorable Etienne, ministers. I directrice de am from l'OPS, UNES, honorable ministre, Ambassador Tova, who is the Vice Chair ambassadeur Tova, of the IND. Deputy vice-président Secretary de and colleagues, ladies and l'OIN. gentlemen, it is my Chers honor collègues, to address you, but I'm going mesdames et to read messieurs, because the person who's going to be addressing you is les Ambassador. interprètes vous prient de l'excuser, nous n'entendons plus le son de la plateforme. Can you hear me? Les interprètes n'entendent pas le son de la plateforme virtuelle. I was saying that the person who's going to be doing the address is Ambassador Tova. I was sending my salutations to the Regional Director, Dr. Carissa Etienne, Excellencies, Honorable Les interprètes vous prient de l'excuser, nous n'entendons pas le son de la plateforme. Deputy Secretariat colleagues. It is actually an honor to address you briefly. And thank you for affording the Merci, opportunity Monsieur to le address Président, you de on nous some avoir of the invités aujourd'hui significant à parler à propos de ce And this sujet is an ongoing si work important. En that effet, il y a des travaux en cours qui ont débuté en février lorsque But nous before avions that, I would like to été nommés. congratulate Mais tout the d'abord, Bureau j'aimerais of féliciter AMRO for reaching l'OPS et 110 l'AMRO years. pour les efforts déployés au fil des années. Nous avons commémoré récemment justement cet anniversaire qui marque un jalon pour l'amélioration de la santé dans la région. Le bureau qui est composé de représentants de 6 régions, y compris moi-même et l'ambassadeur Tova, et je sais que d'autres, par exemple, notre représentant du Japon, nous ont rejoints récemment et nous souhaiterions simplement vous remercier, vous dire que nous sommes heureux de pouvoir avoir ce dialogue constructif avec les États membres depuis que nous avons débuté nos travaux. Tout a commencé avec un engagement par rapport à la santé, un engagement de par une décision qui nous demandait de rédiger un instrument qui pouvait être négocié avec les États membres. Il s'agit également d'identifier un article particulier dans la Constitution de l'OMS. Et l'ambassadeur va en parler. Mais j'aimerais tout d'abord saisir cette occasion pour vous dire que nous reconnaissons que le but de tout cela est de protéger le monde face à des catastrophes similaires qui pourraient se produire par le futur et également renforcer notre état de prévention, de préparation et de riposte. Et notre état d'esprit est de travailler ensemble à cette fin, à cette tâche noble et qui va certes être très délicate compte tenu de la nécessité de nous parer de toute catastrophe de ce type à l'avenir. Pour ce faire, nous allons devoir avancer ensemble. La session extraordinaire de l'Assemblée mondiale de la santé avait un thème, le thème était «Ensemble» et en effet, c'est quelque chose qui a soulevé une réponse très positive et qui est tout à fait appropriée parce qu'il n'y a pas un seul pays qui puisse être à même, de vaincre ce fléau seul. C'est pour cette raison
que j'aimerais hand over to Ambassador Tova. maintenant donner la I can parole à also l'ambassadeur say that Tova. we Et already j'aimerais consulted également three ajouter que other nous avons déjà regions, consulté namely the African 3 autres régions, countries la in this région Afrique, Asian region, l'Asie du as well as Sud-Est, the European ainsi region. que la So région de you are the l'Europe. 4th region that will be Donc, consulting. vous êtes la And 4e I région would à like être Ambassador consultée. Tova, who will be Et j'aimerais leading this maintenant que l'ambassadeur discussion, Tova, to qui va present mener les discussions, address his. présente Ambassador Tova, over to ses you. remarques. Monsieur l'ambassadeur Tova, vous avez la parole. Embajador, por favor, adelante. Monsieur l'ambassadeur, allez-y. Muchísimas gracias. Merci. El otro micrófono, si puede. Utilisons l'autre micro, si vous me le permettez. Good afternoon to all present. Merci à Thank you for tous. joining an hour. Merci de sacrifier votre temps du déjeuner pour participer à cette discussion. Je salue le docteur Carissa Etienne et le docteur Ugarte. Je remercie l'OPS pour l'organisation de cette session de consultation régionale. J'aimerais pouvoir afficher quelque chose à l'écran, mais j'ai besoin d'aide. En tout cas, c'est un honneur et un privilège que d'être ici avec vous aujourd'hui en tant que représentant de la région, de l'ensemble du continent au bureau. Vous avez devant vous les nouveaux membres du bureau. Autour du docteur Tedros, nous représentons 6 régions, mais notre rôle n'est que de piloter le processus. Nous n'avons pas de mandat de négociation autre que récolter les éléments avancés par les États membres. Pour l'instant, nous sommes représentés de gauche à droite par le Japon, Katsu et le Dr Viroy, ensuite de la Thaïlande. Nous avons Precious d'Afrique du Sud. Ensuite, nous avons le délégué des Pays-Bas et puis l'Égypte et moi-même. On nous a demandé de rédiger et de négocier une convention ou un accord de l'OMS ou un autre instrument de portée internationale sur la base des articles pertinents de la Constitution de l'OMS. La rédaction et la négociation n'ont pas encore commencé. Voilà, simplement pour vous indiquer le stade où l'on est. En fait, c'est assez confus parce que si vous regardez le calendrier, en haut, vous avez le calendrier pour l'OIN, l'organe international de négociation, et en bas, vous avez le calendrier pour le règlement sanitaire international. Et comme vous voyez, ces 2 calendriers vont converger vers l'Assemblée mondiale de la santé qui se tiendra en 2024, la 76e Assemblée mondiale de la santé. Donc cela signifie que l'on a moins de 2 ans pour présenter des résultats de la part de l'OIN qui seront ensuite adoptés ou non selon les dispositions pertinentes de la Constitution de l'OMS et également des amendements au règlement sanitaire international. La raison pour laquelle on vous montre ce calendrier, c'est parce qu'il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer, non seulement pour le RSI, mais également du côté des fonds d'intermédiation financière, la Banque mondiale, par exemple. Il y a des discussions connexes sur l'architecture de la santé mondiale qui sont importantes à garder à l'esprit. Nous avons également une tâche importante qui est de faire participer davantage de parties prenantes en dehors des États membres. Oui, c'est un processus mené par les États membres, mais nous sommes également mus par ce principe qui vise à avoir une approche englobant l'ensemble de la société. Il faut avoir les points de vue non seulement des États membres qui vont bel et bien piloter ce processus, mais également de l'ensemble de la société civile. Il y a tout de même des acteurs spécifiques à l'annexe A qui sont prises en compte, par exemple l'OPS. Et aujourd'hui, justement, on espère avoir une participation plus directe de l'OPS en tant qu'organisation, mais également une participation des États membres de l'OPS dans le cadre des négociations. Vous voyez, il y a plusieurs annexes et quiconque qui pourrait être important aux yeux de l'OIN peut s'ajouter à cette discussion. Nous souhaitons avoir les voix et les avis de tout à chacun autour de la table.
Mais de quoi s'agit-il justement? La décision avait été prise en décembre dernier et puis en février, nous avions commencé nos travaux avec ce que l'on appelle INB1, avec 4 sessions février, mars et puis 2 fois en juin. Et finalement, nous nous sommes réunis de manière complète en juillet. Toutes ces sessions ont été nécessaires pour que l'on puisse collecter des éléments substantiels. Et tous ces éléments ont maintenant été rassemblés et compilés dans un projet de document qui constitue un document de travail. Et ce document de travail est le début d'une plateforme qui nous permettra à l'avenir de justement avoir ce projet qui va pouvoir être négocié. Tout cela avait été négocié et décidé en juillet. Donc, nous avions tous décidé ensemble que nous disposions maintenant d'une base adéquate pour les discussions et nous nous étions mis d'accord sur le fait que d'ici mi-novembre, le bureau allait préparer un document qui allait s'intituler l'avant-projet conceptuel à l'INB 3 qui se tiendra en décembre, du 5 au 7 décembre à Genève. Et là sera discuté justement ce document, ce pré-projet conceptuel. Le but, c'est de se mettre d'accord, encore une fois, sur un projet qui fournira une base pour que le projet de document de travail puisse être établi et avancé. Pour l'instant, aucune disposition n'a été négociée. Il ne s'est agi que de faire un travail de compilation. En juillet, nous avions regardé quelles dispositions de la Constitution de l'OMS pourraient être utiles selon ce que l'on souhaite produire en tant qu'instrument. Il y a eu en effet beaucoup de discussions sur les avantages et les inconvénients de quelque chose de contraignant juridiquement ou non, jusqu'à ce qu'on se rende compte que toute disposition juridiquement contraignante devrait avoir non seulement des obligations, mais également des possibilités au conditionnel. Donc oui, ce sera un document juridiquement contraignant, mais sous réserve de discussion au titre de l'article 21. L'article 21, justement, est l'article sous lequel le RSI a été créé. Et il y a un système facultatif, c'est-à-dire que tout le monde y participe, à moins qu'ils disent expressément qu'ils ne participent pas. L'article 18 est également juridiquement contraignant, mais c'est facultatif par affirmation, c'est-à-dire qu'il faut s'exprimer pour y participer. Et ensuite, il y a toute une série de recommandations qui sont autre chose. Donc maintenant, nous avons décidé d'avoir donc cet article 19 sous réserve de l'examen également de l'article 21. Je vais passer assez rapidement sur la méthodologie. Par souci de temps, nous avons dû collecter des éléments substantiels de par une série de processus auprès des États membres. Nous avons organisé des sessions. Les États membres disposaient d'une plateforme numérique leur permettant d'ajouter leur point de vue. Des soumissions écrites ont également pu être réalisées et il y a eu des audiences publiques de parties prenantes également. Tous ces éléments ont ensuite été compilés et synthétisés et on a ainsi créé ce document de travail. Je vais lire maintenant les différentes parties de ce document. Il s'agit donc d'une compilation qui est composée de plusieurs parties. D'abord, elle fait état d'une vision. Et dans cette vision, vous avez l'équité, les droits de l'homme, la solidarité qui sont à prendre en compte et qui ont été mis en relief pendant la pandémie. Différence dans les moyens, c'est important à prendre en compte pour les instruments à venir. Il faut ne pas oublier qu'il y a des insuffisances point de vue capacité. L'idée
c'est de mettre l'accent sur la couverture universelle dans cette meilleure préparation et riposte, mais faire un travail de prévention, de préparation, de riposte, mais aussi il faut préparer la récupération. Je ne parle pas de relance de l'économie, non. Je parle de ce qui va de pair avec la riposte et la prévention. Autant d'idées qui ont été présentées dans le document de travail, ce projet de document, au point 9, principe permettant à des pays ayant des différents niveaux de développement d'être également concernés. On s'est aperçu que les femmes étaient plus particulièrement touchées pendant la pandémie, en tant que travailleurs, en tant qu'épouses, en tant que mères, en tant qu'employeurs aussi. Et puis aussi, il y a ce que nous avons appelé les droits des populations vulnérables. Nous sommes aperçus que les populations autochtones avaient besoin d'une riposte ciblée. Pas seulement une riposte, mais il nous faut des indicateurs pour savoir traiter leur population. Pas forcément avec les médicaments habituels. Ils ont leurs connaissances traditionnelles et leur médecine traditionnelle qui est à ne pas négliger. Voilà, tous les instruments qui ont été mis en place. Sont-ils accessibles? On est en train de faire des listes, on est en train de réunir des éléments, mais on se rend bien compte que pour ce qui est de la prévention, de la préparation, de la riposte, il faut une démarche à l'égard des insuffisances systémiques et prendre en compte aussi la récupération. Prévenir, préparer, riposter et engager une récupération. Et puis, il y a des obligations. Quand on en viendra aux dispositions, on pensera à cela aussi. Pour le moment, on n'en est qu'au préambule. C'est un premier jet. Il faudra prendre en compte les principes, mais aussi les objectifs. Et sur ce projet de document, vous en avez des listes. Et après quoi, il faudra des dispositions, c'est-à-dire ce qui devra suivre. Que faire en tant qu'instance collective, par exemple, pour parvenir à l'équité? C'est plus facile à dire qu'à faire, hein? Comment s'y prendre? Et quels moyens réunir pour cela? Et puis, il faut compter sur des effectifs de santé solides pour qu'ils ne souffrent pas comme ils ont souffert pendant la dernière pandémie. Comment les aider? Comment les protéger? Enfin, et pas des moindres, on a parlé du financement. Comment financer tous ces objectifs et tous les instruments à même de favoriser la prévention, la préparation, la riposte et la récupération? Parmi les dispositions, il va falloir prévoir des dispositions institutionnelles, notamment le règlement des différends. Ça ne doit pas être négligé. On espère qu'il sera possible de régler ces différends sans réserve. Voici tout ce qui est sur la table pour le moment. Maintenant, qu'adviendra-t-il de tout cela, de juillet à décembre? Pour le moment, on est en période intermédiaire entre deux sessions. Il y a des concertations un peu partout.
Dans la région du Pacifique Sud, il y en aura bientôt. Nous en avons ici dans la région des Amériques. Il va y avoir aussi des audiences publiques. Et puis, nous avons des consultations ciblées informelles, comme je les appelle, qui nous permettent de traiter de questions juridiques, d'aspects légaux. Les rapports par rapport aux instruments internationaux comme le RSI, comme vous le voyez, l'OIN ne cesse de consulter le groupe de travail, d'ailleurs à qui nous tenons à dire nos remerciements. On ne part pas de rien, non. Nous avons déjà le travail du groupe qui nous a précédés pour nous guider. La Banque mondiale, le G20, l'OMS ont permis d'examiner un certain nombre de questions. Les États sont invités à participer, ainsi que les membres de la société civile, notamment pour ce qui est, par exemple, des questions d'intelligence artificielle, quand même, rétablir l'équilibre, encourager la recherche et l'implication du secteur privé, investir dans la santé, tout en veillant à prendre les mesures nécessaires pour sauver les vies. Comment faire passer la vie avant tous ces intérêts? Cela mérite réflexion. Les débats sur l'équité également se dérouleront en octobre prochain. Autant de questions dont nous parlons avec les experts, leur demandant ce qui doit être retenu. Des questions que, parce que nous ne sommes pas des experts, nous aurions peut-être négligées. Enfin, il faut terminer ces consultations régionales et lorsque celles-ci seront terminées, vers la mi-novembre, nous aurons la note conceptuelle. Ne me demandez pas pourquoi on l'a appelée comme ça, mais ça sera un document en devenir, un peu comme ce projet de document dont je vous parle, ce Canva. Vers la mi-septembre, il faudra s'y remettre et j'espère que pendant la deuxième réunion de l'OIN, nous pourrons nous y mettre. Mais si notre programme est très serré, j'espère qu'avec toutes ces idées brassées, nous pourrons proposer quelque chose d'utile à l'humanité. Parce que la pandémie n'épargnera personne, vous le savez. En novembre, il y a une date butoir qui a été fixée pour la préparation de ce projet de note conceptuelle 0. Vous savez, rien n'est coulé dans les reins. Et c'est vrai, dans cette note conceptuelle 0, ce projet de note conceptuelle 0 pourra très bien être modifié. Il y aura sûrement des répétitions, il faudra un peu élaguer, conserver ce qui est utile pour faire avancer les négociations. Et quand arrivera le mois de décembre et la prochaine réunion de l'OIN, la lune de miel, en quelque sorte, sera terminée. Il s'agira de faire face à la réalité. En décembre,
Il faudra nous préparer à un débat nourri sur la question, ne serait-ce que pour consacrer notre union. Pour ça, nous avons besoin de l'écho de l'OPS, nous avons besoin des États membres pour qu'il soit possible de mettre en forme cette note conceptuelle, ce projet de note conceptuelle 0. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre aide et je suis à votre disposition aujourd'hui et demain si vous avez une quelconque question à me poser. Merci. Muchas gracias, embajador. Merci, Usted ha hecho un resumen Monsieur l'ambassadeur. completado de tanto trabajo Vous avez fait une synthèse extraordinaire d'une somme de travail inimaginable pero que es prioritario para nuestros países. qui est prioritaire, bien Y el sûr, punto pour notre principal région. que usted resalta J'ai relevé que esto es conducido por los Estados que miembros. tout cela est à la charge des États membres. Et c'est comme cela que ça doit être. En algunas otras iniciativas, el secretariado Pour d'autres tiene initiatives, participación para la participation du secrétariat est un peu plus imposante. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. convocar estas reuniones, que los Estados miembros tengan más Les États membres vont avoir cette fois-ci porque à prendre les rênes. no todas las misiones permanentes Toutes les tienen missions permanentes suficiente y el contacto con non pas auprès de l'OEA, de l'OPS, les effectifs suffisants pour faire avancer les choses. Il faut que ça se passe dans les pays. Et puis, il existe bien d'autres initiatives qui, en ce moment, sont menées de front. Raison pour laquelle ce que vous proposez est un défi pour nos pays. Je vous remercie d'être venu nous retrouver et tiens à dire que dans nos bureaux, dans les représentations des pays, nous avons des fonctionnaires dans notre bureau au Brésil, au Costa Rica, ici, Uruguay, Barbade, aux Bahamas, au Suriname, au Guyana, des personnes qui travaillent et qui sont tous raccordés à ce que nous disons ici. C'est pour vous dire que les gens qui ne sont pas dans cette salle sont en train de nous écouter et nous accompagnent dans cet effort. Je voudrais ouvrir les débats. S'il y a des remarques dans la salle, allez-y, monsieur le représentant du Mexique ou madame. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur l'ambassadeur. Certes, une synthèse difficile d'un travail monumental qui a été engagé quant à cet instrument extrêmement nécessaire aujourd'hui. Je ne saurais être plus d'accord avec ce que nous a dit le docteur Ugarte concernant ce besoin de participation des missions permanentes. Nos pays à Genève ont du mal. Il y a quelquefois des équilibres dans la participation des régions ou des pays, selon le cas. Quant à cet exposé qui vient d'être fait, outre le fait que je tiens à remercier qu'il l'a présenté, je dirais que lorsque l'on parle de populations vulnérables, on pourrait mettre plutôt l'accent sur les groupes d'attention prioritaires, parce que parler des peuples originaires est une très bonne chose. Effectivement, le monde entier a des populations de ce type qui ont des coutumes, une médecine traditionnelle qui leur est propre, mais il y a des groupes d'attention prioritaires qui, malheureusement, bien souvent sont négligés. Ce sont les personnes handicapées, des handicaps multiples, visuels, auditifs, moteurs. Or, dans le monde entier, vous en avez beaucoup de ces gens-là. Et il faudrait
parler de groupes d'attention particulière ou bien indiquer que l'on veut accorder l'attention voulue à ces groupes prioritaires. L'exemple que je donne toujours, c'est celui au Mexique. Lorsque je parle de personnes handicapées, je dis que quand on parle des minorités, on pense automatiquement à tout le monde. Mais quand on parle à la moyenne, aux personnes handicapées, aux peuples autochtones, souvent on les néglige, on ne les prend pas en considération. Il faudrait faire un repérage cartographique de ces poches de nos populations qui sont négligées pour qu'elles fassent partie de l'ensemble. Et pour des questions de centimètres sur la carte, on prive des gens de leurs droits. Or, ce sont des personnes prioritaires que les personnes handicapées. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci, Ciro. J'espère que vous avez eu le temps de déjeuner. Sinon, je vais demander à ce que l'on vous apporte un coffret repas à vous aussi. Merci. Vous savez, à Genève, ils ont un décalage horaire, alors ils ont plus faim. La parole est au Canada. Merci, Ciro. J'interviens en tant que représentant du Canada et non pas en tant que président. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour cet exposé. Ces principes que vous avez évoqués sont très importants, qui exigent un engagement régional de notre part. Et vous avez très bien insisté sur cela. On a besoin de ces principes, tandis que nous négocions. Je n'ai que quelques questions. Concernant cette question de l'engagement, je rejoins mon collègue du Mexique. Il faut prendre en compte tous les groupes en cause et veiller à établir l'équilibre entre ce que l'OPS peut faire et ce que font les États en rang dispersé. Il y a toutes sortes de personnes qui doivent être impliquées. Moi, je pense à la jeunesse. Ces jeunes qui vont devoir être les bénéficiaires de ce que nous déciderons un jour, si tant est que c'est le cas. On devrait peut-être donner l'exemple et impliquer les communautés de jeunes. Je sais bien que c'est la première fois qu'on parle d'un projet de note conceptuelle zéro. J'espère que les délais seront tenus d'ici au mois de novembre et que l'on parviendra à mettre en forme ce projet de note conceptuelle zéro. Il nous faudra un bon canevas, même si c'est un canevas zéro. Comme tout le monde, j'estime que les responsables politiques doivent être impliqués dans nos pays, dans ce processus. Ce sera très important pour nous. Et puis, troisièmement, vous n'en avez pas beaucoup parlé, mais il faut bien comprendre ce processus parallèle, ce besoin de négociation d'un côté, et puis, de l'autre côté, le travail de l'OIN, l'adoption des changements devra intervenir en 2024 lors de l'Assemblée mondiale de la santé. J'espère que tout sera prêt.
et que l'on parviendra à mettre un point final à la mise en forme de cet instrument. J'estime qu'il faut bien comprendre ce qui a trait au RSI et ce qui a trait à cet instrument de prévention, préparation, riposte et récupération pour éviter les doublons. Et puis, on l'a vu lors de la dernière assemblée de l'OMS, combien quand on parle du principe de la souveraineté qui doit s'incliner devant l'OMS, qu'il faut se garder des conspirations. Il s'agit de nous rappeler à chaque instant combien il faut lutter contre la Fox, histoire de la devancer, ne pas nous retrouver devant le fait accompli, mais faire en sorte que le grand public soit informé de ce que c'est réellement en laissant de côté la Fox, comme malheureusement les réseaux sociaux en répandent à l'envi. Merci. Effectivement, c'est très important. Merci, Monsieur le représentant du Canada. Je vais redonner la parole à l'ambassadeur Tovar pour répondre aux questions qui ont été soulevées. Merci. J'avais pensé que ces consultations à l'heure du déjeuner n'allaient pas permettre de compter sur une participation nourrie. J'aurais dû réduire la durée de ma présentation pour vous laisser à tous la possibilité d'intervenir. Tout à l'heure, quand j'entendais le président dire qu'il fallait revenir dans cette salle à 2h05, j'ai pris peur. J'ai pris bonne note de tout ce qui a été dit, notamment par le représentant du Mexique, qui a tout à fait raison. Voilà pourquoi nous avons collecté des données. Mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est un document qui est perfectible. Et je prends bonne note de votre suggestion et je veillerai à soulever cette question à Genève. Et j'estime que tout État membre est à même de faire une contribution pour améliorer ce document. Canaliser tous vos désiderata en les faisant passer par une seule personne est quelquefois moins efficace que prendre la parole et vous élever en parlant haut et fort. Bien sûr, il faut rester sur la même longueur d'onde que les groupes qui ont véritablement besoin d'attention. Vous avez raison. Nous nous intéressons aux personnes handicapées, notamment les tétraplégiques et quadraplégiques, qui sont chargés, dont la responsabilité a été confiée à une de nos collègues, qui en novembre va présenter un texte les concernant. Il y a des personnes souffrant de ce handicap en Ukraine qui ne reçoivent pas l'attention nécessaire. Or, il faut leur ouvrir des portes pour qu'ils soient traités d'une façon ou d'une autre, qu'ils aient accès à des thérapies. Et merci de nous avoir rappelé la situation des personnes handicapées. Vous le savez, le Mexique, comme le Brésil, ne manque pas d'occasion d'accorder l'attention voulue aux personnes handicapées. J'ai accueilli, il y a peu de temps, des leaders de ces groupes de handicapés qui nous disaient, ravis, qu'ils étaient heureux d'avoir bénéficié de la vaccination. Et nous avons pris note de ce qu'ils nous disaient.
Dans les régions les plus écartées de mon pays, il y a des représentants de nos agences. Lorsque nous accueillons des migrants du Venezuela, nous faisons en sorte de les intégrer, de les loger, de les protéger. Ces gens, quelquefois, ne veulent pas s'intégrer. Ils ne veulent pas adopter une nouvelle culture. Ils veulent s'en tenir à la leur. C'est très difficile de traiter avec ces gens. Et il sera bien difficile de faire du sur-mesure pour tous ces groupes. Et puis, on n'a pas parlé des maladies mentales. C'est moins évident. Vous voyez devant vous des gens qui savent lire, parler, écrire, mais vous vous rendez compte que ces personnes ont quand même une difficulté qui leur est propre, garder un emploi, s'adapter socialement. Et nous savons tous, la pandémie a exacerbé ces situations. Beaucoup de difficultés ont résulté de la pandémie et de l'anxiété considérable que celle-ci a provoqué. Merci de vos contributions. Merci de ces remarques constructives. J'ai pris bonne note aussi de ce que nous a dit le Canada. Je sais que le Canada est très fort pour faire des synthèses et pour proposer des textes qui sont incisifs. Je vais m'en servir. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Il faut éviter les doublons entre le RSI et ce que nous proposons de faire avec cette note conceptuelle 0. Mettre l'accent sur la jeunesse, vous l'avez dit, est indispensable. On n'en a pas parlé assez. On a parlé d'égalité homme-femme. On devrait prendre en compte les jeunes, mais on devrait aussi penser à la sénescence de la population. Penser aux personnes âgées, à leurs besoins. Dans le cadre de ce programme de préparation, de prévention, de préparation, de riposte et de récupération. Je ne sais pas si les services juridiques de l'OMS avaliseront l'idée de cette note conceptuelle, ce projet de note conceptuelle 0. Oui, c'est vrai que dans cette salle, il fait pas bien chaud non plus quand on parle de 0. Mais l'essentiel, c'est de mobiliser les États membres. C'est aux États membres qu'il appartiendra de faire en sorte que cette note soit conceptuelle ou non. Mais puisque notre mission est bien d'orchestrer toute cette démarche, eh bien, nous proposerons un document, un projet conceptuel qui sera présenté en décembre, contribution de l'OIN pour faire avancer les discussions. Vous avez des États membres qui s'attendent à ce que quelque chose se concrétise déjà au mois de février. Je ne pense pas que cela soit véritablement possible, mais les délais doivent nous permettre de progresser entre décembre et février. Je suis sûre qu'en décembre, les débats seront nourris sur cette note conceptuelle. Maintenant, pour ce qui est du RSI, j'en ai pas beaucoup parlé. Je ne suis pas membre de l'équipe qui s'en occupe, mais nous sommes bien conscients de ce qui se passe au sein du groupe de travail. Mais il ne s'est pas encore réuni. Je crois qu'il va se réunir en novembre. Il y a un comité d'examen
qui va se réunir le 6. À ce moment-là, un groupe de travail devra prendre la relève qui fera un travail d'appréciation, d'évaluation des suggestions d'amendements qui se retrouveront sur le bureau de travail de notre directeur général. Cependant, nous sommes constamment informés de ce qui se passe. Évidemment, en tant qu'État membre, nous devons participer à ces discussions. Je pense qu'il y a un très bon niveau de leadership dans ces discussions. Pour ceux qui ont déjà participé au WGPR, nous sommes convaincus que nous allons pouvoir travailler de manière significative et sans indiquer un niveau de redondance que ce soit. Si vous pouvez faire ce travail sur le RSI de manière à préparer, prévenir et assurer la reprise suite aux pandémies, alors nous n'aurons peut-être pas besoin d'un instrument juridique. Mais ce n'est pas comme cela que les choses se sont passées. L'Assemblée mondiale de la santé en a décidé autrement, mais cependant, nous allons peut-être pouvoir avoir une série de dispositions qui peuvent être perfectionnées et qui vont nous permettre de mieux nous préparer, prévenir et assurer la reprise après les pandémies. Vous avez mentionné également autre chose, et il s'agit de collecter différents avis, et pour l'instant, nous avons collecté plusieurs éléments qui semblent être certes substantiels, mais qui n'ont pas été testés. C'est pourquoi nous devons avoir l'aide d'experts pour voir si ces éléments peuvent passer à l'épreuve de la science et s'ils sont solides. Et nous avons donc un processus dirigé par les États membres avec la participation de l'ensemble de la société basée sur l'efficacité et l'inclusion, mais également sur la science. Et toutes ces pièces doivent aller dans le même sens. Parfois, il faut privilégier l'efficience, par exemple, et être inclusif d'une manière à être efficient et légitime. Mais on ne peut pas, par exemple, oublier de se baser sur la science. Donc voilà les différentes considérations que l'on garde à l'esprit alors que nous avançons dans le processus. Merci. Nous avons le Chili et l'Argentine. Le Chili, vous avez la parole. Merci, monsieur le docteur Ugarte. Tout d'abord, j'aimerais souligner le rôle que joue le docteur Da Silva, docteur Precious. Ce processus, dans sa première phase, a été long. J'ai une question qui porte sur deux choses. Tout d'abord, en tant qu'OPS, j'aimerais savoir si l'on va continuer d'avoir ces sessions informatives régulières. Il nous reste peu de temps jusqu'à décembre. Il faudrait peut-être avoir une nouvelle mise à jour ou quelque chose de semblable. Et ma deuxième question est la suivante. Est-ce qu'il serait possible de tirer profit du rôle de l'ambassadeur Da Silva et essayer également de profiter de l'occasion pour déterminer certains dénominateurs communs pour la région, afin que l'on puisse négocier sur cette base une fois que la négociation aura commencé, pour que la région puisse avoir une vision plus coordonnée. Ce serait quelque chose de bénéfique. C'est quelque chose également qui nous donnerait l'occasion d'apprendre des leçons tirées de la pandémie. Gracias, don Ciro. Gracias, Chile. Merci, le Chili, pour votre question. J'aimerais souligner le rôle de la participation de l'OPS. Tout d'abord, comme partie prenante, je crois que c'est quelque chose de nécessaire. Il faut qu'elle participe. Et c'est moi qui vous parle là à titre individuel. On ne m'a pas demandé de le dire. En tant que représentant des Amériques, moi, j'aimerais, à titre personnel, qu'il y ait une représentation de l'OPS en tant qu'organisation.
Ensuite, je suis entièrement à disposition de la région pour des rencontres virtuelles de temps à autre jusqu'à novembre et surtout après novembre. Le but de ces coordinations, c'est d'attirer l'attention sur la nécessité de rendre plus concrets ces résultats et d'assurer leur coordination. Donc, c'est quelque chose à envisager avec l'organisation et peut-être que vous pourrez participer de manière virtuelle dans des sessions de ce type. Esta coordinación, digamos, más formal, más protocolar, era para tener una Pour ce qui est de cette session qui est plus formelle et plus protocolaire, c'est simplement pour bien avoir la certitude que les consultations ont lieu. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il reste peu de temps, que cela ne suffit pas et que nous devons maintenant multiplier les occasions de dialoguer. Je propose de réaliser peut-être 2 ou 3 sessions avant décembre et également peut-être une tentative de faire en sorte que la voix des Amériques puisse être entendue. Donc, je pense qu'il serait bon d'avoir une voix unie pour le continent. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Et en effet, c'est une tâche qui incombe au bureau. Le secrétariat de l'OPS est bien sûr à votre disposition pour faciliter la transmission d'informations et également, sur la base des priorités fixées par les pays, élaborer un concept régional sur certains des points qui pourraient contribuer à ce régime. Je passe la parole à l'Argentine. Merci, Ciro. J'aimerais tout d'abord vous remercier pour le rapport, Monsieur l'ambassadeur. À nos yeux, ces espaces sont toujours très précieux parce qu'en fin de compte, il s'agit de processus qui sont assez éloignés de nous. Ils sont tout d'abord très dynamiques et ils ont beaucoup d'importance stratégique pour la région. Très souvent, nous ne sommes pas à même d'agir de manière assez rapide par rapport à ceci. Il y a une chose qui m'a interpellée dans ce que vous avez dit. Si on avait mieux travaillé au renforcement du RSI, peut-être qu'un tel instrument n'aurait pas été nécessaire. Et je pense que c'est quelque chose d'assez certain, mais malheureusement, tout s'est passé de manière un peu chaotique et il a fallu tout de même continuer à travailler à cet instrument. Je pense qu'il serait bon pour notre région d'adopter un point de vue stratégique. Pour ce qui est ensuite du rôle de l'OPS, sur la nécessité de travailler à une position régionale, en ce qui concerne l'instrument, nous avons collaboré avec le Mercosur, nous avons tenté d'aligner nos positions pour voir quelles sont les priorités régionales et nous pensons que les pays de la région, pas seulement du Mercosur, ont très souvent devant eux des défis communs et il serait bon de pouvoir fixer 2, 3, 4, 5 défis prioritaires et ensuite inscrire cela de manière claire et travailler à tous les sous-titres sur lesquels on travaille à l'heure actuellement concernant les priorités pour la région. Je pense que le rôle de l'OPS, c'est de mettre à disposition ces espaces de discussion, également à Genève. C'est quelque chose d'important pour que l'on puisse avoir une lecture beaucoup plus stratégique dans nos pays. Il y a certains d'entre nous qui ont toujours, qui ont toujours suivi des principes tels que l'équité, l'accès aux intrants critiques, la production critique d'intrants également. L'importance que revêtent les données, également toutes les données découlant du séquençage génétique, et toutes ces choses qui peuvent fournir des avantages importants à la région. Je crois que nous devons utiliser ces outils pour
mettre ces points noir sur blanc en tant que priorité stratégique pour la région. Je remercie l'Argentine. Concernant ce commentaire comme quoi on n'aurait peut-être pas eu besoin d'instruments si on avait fait ce que l'on avait dû faire avec le RSI, je crois que maintenant c'est un peu trop tard pour le dire. L'instrument, en tout cas, est beaucoup plus large dans sa portée. Les dispositions sont d'une autre nature. Les éléments substantiels qui ont été collectés pour l'instant indiquent une envergure qui est plus vaste que celle du RSI. Également, je pense qu'il est important de suivre de près ce que l'on peut faire dans le cadre du RSI. Et il y a une organisation qui dispose de 120 ans d'histoire et de coopération dans le secteur de la santé, et en particulier sur des questions épidémiologiques. Il est important que cette organisation, justement, ait une voix et puisse contribuer. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il faut maximiser cette voix de la meilleure manière possible. Je suis tout à fait conscient du rôle très constructif qu'a joué le Mercosur dans le cadre du RSI, et je peux vous dire que l'Argentine dispose d'une équipe excellente à Genève. Jimena, ses collègues, bien sûr l'ambassadeur, sont constamment en train de soulever des questions tout à fait pertinentes. Et donc, nous sommes toujours heureux d'interagir avec eux. Je peux vous dire que vous êtes très bien représentés. À Genève, à l'heure actuelle, on est coordonné par Haïti, et Haïti est en train de faire un travail fabuleux à Genève pour essayer de rassembler la région. On est aidé par les États-Unis également et le Canada qui organisent eux aussi des réunions, et nous sommes aidés également par le Guyana. Et le Guyana qui a également déployé des efforts remarquables de coordination. Donc, on essaye de poursuivre le dialogue à Genève, mais et je crois qu'il était également important de venir de ce côté-ci du monde pour essayer de récolter ces éléments de votre part en primeur. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Un petit commentaire sur le processus. En effet, les considérants de l'approbation de l'OIN ont plusieurs objectifs. La semaine prochaine, le comité de révision va se réunir, donc il y a tout un processus qui va se faire en parallèle. Notre participation en tant que pays, en tant que région, dans le cadre du développement de ce nouvel instrument est d'importance cruciale. Parfois, en écoutant Monsieur l'ambassadeur, on a l'impression d'entendre un professionnel de la santé. Il débat les thèmes de manière approfondie, le handicap, la jeunesse, etc. C'est vraiment un contact précieux que nous avons, et nous sommes très fiers que l'ambassadeur nous représente en tant que région à l'OIN, et nous sommes persuadés qu'il va réussir à rassembler les efforts de la région. En même temps, il s'agit de reconnaître que si nous ne faisons pas partie de la discussion en tant que pays pour un instrument d'une telle importance, alors si on en discute seulement à l'Assemblée qui va venir, ce sera trop tard, et on risque de courir le risque que cela ne reste que sur le papier et ne soit pas mis en œuvre. L'application, la mise en œuvre du règlement et d'autres instruments est également d'une importance cruciale. La seule chose qui nous manque, c'est une résolution qui dise ce qu'il faut faire précisément pour se retrouver dans une meilleure situation.
C'est clair, nous avons encore beaucoup de pain sur la planche. Nous devons chercher des solutions à des problèmes que nous n'avons pas suffisamment bien décrits. Et donc, effectivement, à l'heure actuelle, on essaye d'emprunter différentes voies pour trouver des solutions. Mais je pense que nous allons atteindre notre objectif. Monsieur l'ambassadeur da Silva, est-ce que vous souhaitez faire un dernier commentaire? Je vois qu'il y a d'autres pays qui souhaitent intervenir. Le Brésil? Le Brésil, mes excuses, je ne vous avais pas vu. Merci. Je voulais juste vous dire une chose très rapidement. Il faut présenter une vision commune, aborder des questions importantes de santé publique, comme dans notre région avec Fiocruz, et essayer de présenter une formule cohérente. J'aimerais revenir sur une question précise. De l'avis du Brésil, la pandémie a mis en lumière d'immenses inégalités face aux vaccins, face aux médicaments indispensables. Ce sont des problèmes graves que nous avons rencontrés dans la distribution, dans la chaîne d'approvisionnement, dans la mise en œuvre de notre programme. Malgré l'aide de la COVAX, nous savons que les pays de la région sont déterminés à encourager la production locale. Et j'aimerais savoir, en tant que coordinateur, si vous avez discuté de cette question de l'accès à des technologies avec les problèmes d'intelligence et de propriété intellectuelle, pardon, et qui se posent pour la fabrication locale. Est-ce que vous voyez pour l'avenir? Merci. Obrigado. Obrigado, Brasil. Je vous remercie, le Brésil. Comment atteindre l'équité et comment renforcer les capacités locales? Ce ne sont pas des questions aisées. On a de base des niveaux de capacité différents. Lorsque j'ai parlé des 120 ans d'expérience en coopération, je voudrais souligner que nous avons trouvé des manières et des fonds pour que notre région puisse faire face à des flambées épidémiologiques. Donc, au sein de la région, nous avons l'obligation, je dirais, de trouver d'autres manières de renforcer nos capacités dans les Amériques. Nous avons beaucoup de pays qui mènent des recherches approfondies et il y a également des pays comme Cuba qui ont effectué des travaux tout à fait admirables pour essayer de renforcer la réponse. Vous avez parlé également de ce que vous faites au Brésil, mais je pense également à l'Argentine ou au Chili. Il y a beaucoup de pays de la région où nous voyons ces capacités tout à fait positives. Donc, nous avons une région qui est diverse pour ce qui est de la réponse et de l'état de préparation aux flambées pandémiques. Nous voyons cependant qu'il y a toujours une marge de manœuvre. La question à se poser, c'est qu'entend-on par la propriété intellectuelle? Et il faut que nous répondions à cette question, sinon nous allons nous retrouver à Genève à discuter entre nous. Alors qu'on pourrait tout à fait facilement apporter tout d'abord cette discussion ici aux Amériques et ensuite avec l'aide de l'OPS concevoir une solution. Donc la première étape, c'est de voir ce que l'on peut faire ici et ensuite nous allons devoir regarder quelles sont les expériences qui ont débouché sur des échecs dans la région. Nous allons devoir également identifier davantage de centres régionaux pour avoir une meilleure diversité d'acteurs, parce qu'il y a des pays à l'heure actuelle qui ne participent pas. Donc, au lieu de travailler seulement sur la propriété intellectuelle, par exemple, vous pouvez également travailler sur la
transparence et le faire en premier. Il faut voir quelles sont les attitudes non transparentes que l'on a constatées pendant la pandémie et ensuite travailler sur ces défaillances. Je crois qu'il y a vraiment une marge d'amélioration en ce qui concerne la transparence. Il faut instaurer la transparence et un mécanisme de confiance en vertu duquel on partage ce que l'on a et on reçoit ce dont on manque. On peut concevoir un instrument de manière très facile en dehors de la région qui permette qu'il y ait des pays disposant de recherches qui soient à même de partager ces recherches avec d'autres qui n'en ont pas. Ainsi, il s'agirait d'un transfert de technologies mutuellement bénéfiques et pas simplement de charité comme on le voit parfois. Et très souvent, ce transfert de technologies charitables ne marche pas vraiment. Donc, je pense qu'il y a de quoi trouver des manières plus créatives et plus engageantes de faire les choses basées sur un esprit de solidarité, un esprit d'entraide, et tout cela en vue de renforcer nos systèmes de santé. Je crois qu'un pays comme le Brésil a justement ces capacités et serait probablement à même de les partager. Donc, voyons ce que peut faire le Brésil. Par le passé, nous avions utilisé le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde dans une forme de triangle de démocratie qui travaillent ensemble sur plusieurs domaines. Mais je n'oublie pas bien sûr les Amériques, l'Afrique et d'autres régions qui sont prêtes à participer pour multiplier ces transferts de technologies et de connaissances. Merci. Thank you so much, Ambassador. It was Merci, Monsieur very good l'ambassadeur. discussion, and we have all the C'était une discussion très fructueuse. Je vous en remercie. Nous avons également des pays qui nous ont rejoints en ligne to ask you to give us your concluding remarks, the way forward. et je les remercie pour leur participation. Est-ce que vous pourriez maintenant prononcer vos mots de conclusion, Monsieur l'ambassadeur? Oui, merci. Je voudrais simplement remercier toutes les personnes qui sont en ligne, en particulier Precious Matsoso, également mes collègues du bureau, CATS. Il y avait un environnement très positif au sein du bureau et je dois dire qu'on ne représente plus simplement la région, on représente en fait cette idée d'avancer en utilisant au mieux nos connaissances et nos capacités. Je suis vraiment reconnaissant à la région d'avoir organisé cet espace de dialogue. Merci de m'avoir permis euh, d'essayer de trouver d'autres manières et de meilleures manières de représenter la région à Genève en incorporant vos idées, vos suggestions de manière continue. Ce n'est pas quelque chose qui doit être fait uniquement ponctuellement, c'est quelque chose qui doit s'inscrire sur la durée. Et mon intention est bien de me porter volontaire en tant qu'interlocuteur. J'ai toute une équipe qui me soutient à Genève, mais également au Brésil. Et j'espère que l'on va pouvoir poursuivre dans cette collaboration afin d'être à même de produire un instrument qui soit pertinent. Et le docteur Ugarte a parlé justement de l'importance de cet instrument. Certains d'entre nous préfèrent oublier l'importance que revêt cet instrument, sinon on en perdrait le sommeil. Mais en tout cas, nous sommes heureux d'avoir cette mission qui est la nôtre et nous allons faire de notre mieux pour la concrétiser à l'horizon 2024, alors que nous nous rencontrerons pour finaliser et approuver tout cela. Merci. Minutes to resume the conference. Merci beaucoup. Merci. Nous avons quelques minutes avant la reprise de la plénière. No, I was saying goodbye. Thank you so much for inviting us and Merci. Je voulais vraiment vous remercier de nous avoir invités. Cela a été un plaisir. Ambassador Topper. Thank you very much. Merci à toute la région. Merci à l'ambassadeur Tovar. Thank you so much. So, Ambassador, thank you so Thank much. you.